Didier Gaucher, bonjour. Bonjour. La première question que j'ai envie de vous poser, Oui. c'est pourquoi est-ce que vous nous avez donné rendez-vous ici? On est dans les jardins familiaux Ouais. de Mireuil qui s'appellent les Là. Artichauts, Non, là, c'est la bergerie. la bergerie. Et c'est un ensemble. Pourquoi? Parce que c'est mieux de se mettre en situation et c'est quand même la partie la plus importante en termes volumétriques de mon mandat, de ma délégation, ce sont les jardins familiaux. Donc je préférais qu'on soit in situ et donc ici c'est tout à fait explicite. Il y a combien de jardins ici? Ici, il y en a, sur celle-là, il y en a je crois 198. Et au total sur la zone de Mireuil, on doit être à 230, 240. Et sur la ville de La Rochelle, On est autour de 900. donc on est sur un foyer de jardin important ici. On est sur un foyer important où on dit même qu'on est la ville où il y a le plus de jardins par habitant. Vous l'avez dit, votre mandat c'est, si on résume, l'agriculture en ville. Mhm. C'est quoi l'agriculture en ville et c'est quoi le cap de la ville dans ce domaine? Alors déjà, vous avez cité les agriculteurs au sens traditionnel. Il n'y en a plus beaucoup ici et on a très peu de relations sinon sur les aspects fonciers. Après, je crois que l'important pour nous, c'est d'avoir un foncier dédié à l'agriculture urbaine qui soit maintenu. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une pression immobilière énorme. Et je dois avouer que c'est assez courageux de la part du conseil municipal et du maire de maintenir cette place donnée à l'agriculture en ville. On a même des perspectives d'extension, donc vous voyez, pas partout, hein. Mais ici, en tout cas à Mireuil, on essayera d'avoir des jardins supplémentaires. La question est idiote, Non. mais je vous la pose quand même. Oui. C'est quoi l'enjeu d'avoir des jardins familiaux en ville, de les préserver Ouais. et si possible d'en développer la surface? Alors c'est avant tout un enjeu social, hein, parce qu'il faut quand même savoir que si on compte à peu près 5 personnes par foyer, vous voyez que tout à fait, on est à 4500 personnes qui se nourrissent de produits tout à fait de qualité et qui n'achèteraient peut-être pas s'ils n'avaient pas ces jardins. Donc c'est important au niveau social, au niveau pédagogique aussi, parce que bon, il y a des gens qui viennent, il y a des gens qui voient, il y a des systèmes de production qui sont respectueux de l'environnement. On essaye d'avoir aussi des essences ou des variétés qui soient locales. Donc il y a quand même une volonté assez forte en matière de pédagogie. Je dirais que c'est les plus centrales dans les jardins partagés que dans les jardins familiaux. Jardins familiaux, parcelles affectées, donc on est dans sa parcelle, on est dans son petit monde. Jardin partagé par nature, hein, par définition, c'est le partage aussi des activités, c'est le partage de visu de l'évolution des choses, c'est les enfants qui peuvent voir pousser les plantes, etc. Donc c'est deux vocations sociales, mais l'une est plus pédagogique que l'autre. Jardins familiaux, donc dans votre définition, j'entends que c'est quand même une petite parcelle Ouais. privée. Ça veut dire qu'on peut y faire ce qu'on veut, mais j'imagine pas complètement ce qu'on veut quand même. Il y a des règles. Il y a des règles. Quelles sont ces règles? Ben, les règles, déjà, comme c'est un système associatif, il y a un règlement intérieur. Donc le règlement intérieur, il met en exergue les conditions de production, les conditions d'entretien, beaucoup de choses qui sont calées, hein, sur les produits qu'on peut mettre en termes phytosanitaires, donc une interdiction totale. C'est certaines espèces invasives qu'on va éviter d'installer. C'est aussi une limitation des arbres. Hein, il y a quand même une forte limitation des arbres. Une limitation aussi en termes d'animaux. Je pense surtout aux poules. Hein, parce que bon, c'est un peu envahissant, donc il y a des règles très, très strictes. Et ça, c'est aux responsables de jardin de les faire appliquer, ce qui n'est pas toujours très simple. Alors, je rebondis sur la limitation des arbres. Là, pourtant, on voit qu'il y a une allée, c'est assez arboré, et puis quand même, ils sont bordés de ce qu'on appelle palisse par chez moi. Oui, mais à l'intérieur, vous avez très peu d'arbres dans les jardins. Mais la raison pour laquelle il faut limiter, c'est pour tout bêtement laisser la place à la Non, culture. bah, voilà, c'est ça. On n'est pas là pour installer un ensemble uniquement d'arbres pour faire de la, je sais pas moi, du tourisme le dimanche. Non, non, c'est vraiment une vocation de production. Si on respecte pas les règles, Ah, on peut être exclu. Alors, il y a des avertissements, hein, c'est comme à l'école, hein, mais il y a quand même des exclusions. il y a une question qui est aussi très importante en ce moment, c'est celle de la ressource en eau, qui Oui. rentre en tension, Mhm. pour le dire gentiment. Oui, c'est pas récent. C'est pareil, ça. Qu'est-ce que vous faites dans la matière pour inciter les gens à être économes en eau et préserver la ressource, quoi? Alors sur les jardins, c'est très variable puisqu'il y a des jardins qui ont des puits, des forages plutôt. Donc là, il n'y a pas de facturation de l'eau consommée. Bien sûr, après, il y a des informations quand on pratique les plus responsables, plus économes, hein.
voire même choix des plantes qui sont les plus économes. Donc ça, c'est tout à fait générique. Après, il y a des récupérateurs d'eau, hein, d'eau de pluie. Donc vous verrez dans quasiment tous les jardins, vous avez des gros volumes. Hein. C'est quand même des, je ne sais pas combien, 1000 litres peut-être, où il y a quand même une obligation presque donnée de récupérer l'eau. Et après, ils sont sur le réseau avec un compteur individuel et une facturation à la consommation. Si on veut, si quelqu'un voit ce reportage, sait-on jamais, et qu'il dit ah bah moi j'habite La Rochelle et j'aimerais bien avoir ma petite parcelle aussi comme ça dans un jardin familial, comment ça se passe? Les places sont chères ou Cher, non, on ne peut pas parler de cher parce que c'est vraiment des facturations autour de 40-50 euros à l'année, donc c'est que dalle. Hein. Mais par contre, il y a une liste d'attente. Alors cette liste d'attente, elle est relativement importante. Donc comme il y avait certaines parcelles de jardin qui étaient relativement grandes, hein, il y avait des parcelles à un certain moment qui étaient autour de 400 mètres carrés. Faire 400 mètres carrés de jardin, il ne faut pas être feignant. Hein. Donc il y a eu des découpages. Après, il y a le problème de mettre des cabanes, puisqu'il faut pouvoir protéger ses outils. Donc on a aussi installé, découpé, doublé les cabanes. Et puis pour l'instant, il y a quand même des listes d'attente de, je sais pas, une 10, 15, 20 personnes à peu près. Mais bon, il y a eu beaucoup de gens qui se sont inscrits au moment de la Covid et qui après ont compris quand même que ça allait être un petit peu fatigant et ils sont restés chez eux et qui ont abandonné l'idée. Mais il y a eu vraiment une montée en puissance des demandes à ce moment-là. Là, c'est plus calme. Bon, il y a encore des gens qui attendent depuis assez longtemps. Donc, priorité au Rochelet, hein, c'est normal. Priorité après, quand on peut, au niveau des ressources des personnes, parce que c'est, j'ai dit tout à l'heure, c'est un objectif social quand même. Donc, mais ça se passe plutôt bien. Ouais, ça se passe plutôt bien. ouais, les règles du bon voisinage sont respectées, ça se chamaille pas trop, les gens sont Oh, plutôt dans l'entraide. Bon, ça arrive, c'est normal. C'est un milieu quand vous avez potentiellement sur ici 200 jardins avec 4 personnes par jardin le week-end. Vous voyez un peu le nombre de personnes, hein, c'est quand même pas d'un millier. C'est normal qu'il y ait des tensions pour se garer, pour toutes des petites bêtises qu'on voit partout. Hein. Au pied d'un immeuble, on voit la même chose. Hein. Donc ça, c'est pas grand-chose. C'est vraiment pas grand-chose. Globalement, c'est plutôt un vécu intéressant. Bon là, comme il y a un volume important, c'est plus difficile à gérer. Les autres jardins sont beaucoup plus petits. Hein. On est sur des nombres de parcelles de 40, 50, 20, etc. Là, c'est plutôt familial. donc là, on a parlé des jardins familiaux, un Ouais, peu partagés. On est sur un volet qui est, comme vous l'avez dit, ouais, social, un peu ouais, individuel, le plaisir de jardiner. ouais, Il y a une autre dimension dans votre mandat, c'est l'agriculture au sens peut-être un peu plus nourricière. On a parlé du fait que vous étiez en lien avec les élus du PAT. ouais. Comment est-ce que vous travaillez sur la ville pour que peut-être elle devienne un peu plus nourricière? J'ai un chiffre en mémoire. On fait dire ce qu'on veut aux chiffres. Il a été un peu contesté par Mathilde Roussel quand je l'ai Ouais. interviewé. Et en gros, on produit 2%, on consomme 2% de ce qui est produit localement à La Rochelle. L'objectif, c'est. Vous êtes sûr que c'est comme ça que ça doit se dire? J'en suis pas sûr. À Est-ce chaque que vous ne fois, croyez à pas que chaque c'est fois que j'ai un plutôt que bug. 2% de ce qu'on consomme vient du Oui, territoire? c'est exact ça. Ouais, c'est plutôt ça, parce que C'est exact ça. étant un ancien directeur de chambre d'agriculture, j'ai beaucoup travaillé sur l'agriculture de proximité, donc je suis un peu féru en la matière. Faut savoir qu'il y a des produits qu'on ne produit pas ici déjà. Donc, si on veut être autonome, le seul produit qu'on a, les seuls produits, c'est les céréales et le cognac. Je ne pense pas que la vocation, ce soit de boire du cognac tous les jours. Donc, il faut trouver d'autres natures de production. Donc, le maraîchage, bien sûr. Moi, je ne suis pas que maraîchage. Je pense qu'on peut faire de la production aussi hein, en grande quantité, toujours dans le respect bio ou respect de l'environnement, mais en grande surface. Hein, je pense en grande surface au sens surface agricole. Hein. Je pense par exemple aux pommes de terre, aux carottes, enfin des choses comme ça. On ne va pas faire du maraîchage là-dessus. Légumineuses, oui, bon, ça c'est évident. Tout ce qui est pois chiches, lentilles, c'est évident. Mais après, il reste des produits qu'on n'a pas ici, qui sont consommés. Et les produire, c'est pas évident. Les terrains sont quand même pas très bons ici. Hein. C'est quand même des terrains très caillouteux, donc c'est pas terrible. On a le problème d'accès à l'eau. Vite, si on pompe trop, on arrive au sel. Donc c'est quand même, on est un territoire qui n'est pas évident à traiter en matière d'autonomie alimentaire sur certains produits. Il faudra vraiment, vraiment, comment dire, trouver un consensus avec la production classique, avec les producteurs classiques, pour faire un melting pot entre maraîchers, petites surfaces, jeunes, très ancrés dans l'environnement,
et nos vieux paysans plus traditionnels qui accepteront d'avoir une partie de leur surface qui soit dédiée à la production pour l'alimentation de la ville et de la CDA. Mais ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une commande claire, qu'il faut qu'il y ait des volumes clairs et un prix clair et pérenne, parce qu'autrement les agriculteurs ne s'engageront jamais là-dessus. Parce qu'il y a un enjeu aussi derrière, on en parlait tout à l'heure, c'est la ressource en eau, Ouais. et il y a certains types de cultures qui sont plus gourmandes en eau que d'autres. Donc ça, c'est peut-être aussi Oui. quelque chose qui peut présider Oui. à orienter vers... Mais vous avez abordé un point qui est important, c'est la commande claire. Quand j'ai vu Oui. Mathilde Roussel il y a quelques mois maintenant, elle me parlait de... peut-être que c'est dérisoire, mais de légumerie. J'ai entendu c'est autre chose, ça. du côté... ça permet... C'est autre chose, mais ça permet de sécuriser des commandes aussi. Vous savez, je suis quelqu'un d'assez vite polémique, hein. Moi, la légumerie, c'est un très bon projet, il n'y a aucun problème là-dessus. Simplement, les légumes, on peut traiter des légumes qui viennent de, je sais pas quoi, de Russie, si vous voulez, pour être très provocateur, qui soient traités dans la légumerie. C'est pas consubstantiel de la proximité. Hein. C'est pas... Alors, justement... Non, je parle pas de la légumerie qu'on va faire, je parle des légumeries en général. Non, mais c'est pour ça que c'est important de se mettre d'accord sur les mots et sur la sémantique. Et quand elle parlait C'est ce qu'on met derrière les mots. Quand elle parlait, exactement, quand elle parlait de légumerie, elle expliquait que c'était pour dire on vous sécurise l'achat de votre production et en retour la production est locale évidemment puisqu'elle s'adresse aux producteurs locaux et bio en plus, elle l'avait rajouté me semble-t-il. Oui, enfin, moi je pense que c'est pas seulement bio. C'est bio et autres productions respectueuses de l'environnement. Il ne faut pas être dogmatique. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que c'est peut-être une idée, et il y en a d'autres qui peuvent germer, qui permettent de développer la production locale, puisque c'était quand même la question de départ, c'est comment est-ce qu'on crée une forme de ceinture alimentaire, comme ça existe à Liège en Belgique et dans d'autres villes, j'imagine. Oui, et le mot que vous utilisez de ceinture, moi déjà dans ma vision des choses, mais elle est relativement ancienne, hein, c'était d'avoir une couronne verte autour de La Rochelle, et d'avoir une organisation des producteurs qui soit de proximité aussi eux, pour qu'ils puissent partager des investissements assez lourds. C'est-à-dire, je sais pas, du froid, parce que les légumes, je suis désolé, mais on les stocke. Ça peut être des matériels agricoles traditionnels. Plutôt que chacun investisse ou n'investisse pas et fasse du bricolage, je pense qu'il y a des choses intelligentes à faire. Mais ça fait déjà 20 ans que je le dis sur le territoire. Hein. C'est les premières boutiques de produits locaux, c'est nous qui les avons mis en place hein, avec la Chambre d'agriculture. Donc ils sont pas arriérés. Ils savent très bien à quoi s'en tenir. Mais je répète, et je suis un peu obsédé là-dessus, soyons clairs dans le contrat. C'est-à-dire, vous en voulez combien tous les ans, pendant combien de temps, à quel prix, quel mode de livraison, quelle période, etc. C'est pas du bricolage. Hein. Non. C'est très sérieux. C'est un projet de société. Tout à fait. Puisqu'il s'agit d'alimenter les gens. Tout à fait. Vous avez parlé de jardins partagés très brièvement. Je voudrais quand même dire que sur le territoire, ils s'en créent très souvent. Et il y a maintenant sur La Rochelle une vingtaine de jardins partagés. Donc c'est quand même un mouvement assez important. Et tous les petits espaces interstitiels, propriété de la ville ou de l'office des HLM, parce qu'on est aussi en partenariat, sont de plus en plus utilisés pour faire de l'agriculture partagée. Et la difficulté aussi dans cette équation, souvent, c'est l'acquisition du foncier. Hein, c'est un peu le nerf de la guerre. Tout à fait, mais ici, c'est que du foncier public. Hein. Et vous me disiez, alors je sais pas sauf, je ne sais pas si vous voyez le boulevard Sautel, il y a des jardins qui sont sur la gauche quand on monte le boulevard vers Niort. Les jardins Murch, ce sont des jardins qui sont liés à une fondation. Il y a plusieurs systèmes. Et il y a des jardins qui sont propriété aussi de l'Association nationale des jardins familiaux. Et alors, est-ce que l'objectif pour la ville, dans la mesure du possible, c'est d'étendre ces surfaces? C'est déjà de les préserver. C'est pas évident parce que vous avez des parcelles qui sont à peu près dans tous les quartiers. Et des fois, elles sont entre les maisons, hein, mais vraiment collées aux maisons. Donc, vous imaginez la pression. C'est aussi d'en créer peut-être d'autres. On a un projet ici sur l'extrémité des jardins, puisqu'il y a un dépôt, je ne sais pas si vous voyez, après le funérarium, il y a un gros dépôt de matière. Et là, on voudrait créer une 60aine de jardins en plus. Mais ça, c'est de l'investissement, parce que la ville investit sur la préparation du terrain, sur la mise en production possible avec le sol, sur l'eau, l'arrivée d'eau, sur les espaces partagés et puis les clôtures, etc., avoir les cabanes. Donc c'est quand même des investissements assez importants. Mais nous, au niveau de la partie jardin, on essaye de pousser pour les inscrire dans le budget. Si je reviens sur le volet un petit peu
nourricier Oui, de l'agriculture en ville. oui. Quelles sont les autres pistes? J'ai parlé de la légumerie, Oui, ferme oui, collective. c'est quelque chose qui arrive après qu'on ait produit, hein. Euh, oui, bien sûr, C'est une oui, transformation. mais c'est incitatif potentiellement pour les gens de se dire je ne vais pas produire à perte, j'ai un débouché. Oui, 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 J'avais rencontré le oui. collectif Ferme Urbaine qui parlait, alors c'était Oui, une idée, je pense qu'ils ont dû vous en parler à vous, de régie intercommunale aussi pour pouvoir. Alors, oui, oui. bon, ça vous emballe pas, j'ai l'impression. Bon, vous, est-ce que Non, vous mais avez des pistes pour développer un petit peu ce côté ceinture alimentaire autour de je la vous dis, Rochelle? la seule façon de développer, c'est de trouver comment dire, une volumétrie suffisante avec des contrats clairs pour inciter des gens qui n'en produisent pas à en produire déjà localement. Et après, de faire que des gens s'installent sur du foncier qui sera libéré. Alors, foncier libéré, il n'y en a pas énormément, mais je crois que si on incite des agriculteurs à se lancer là-dedans, ils peuvent aussi libérer du foncier pour des nouveaux agriculteurs qui s'installeront, hein. Et C'est comment on pas. fait? Ben, je dis, c'est l'incitation financière, hein. Parce que le problème, c'est que les gens qui s'installent en maraîchage, il y en a qui sont tout à fait professionnels et qui s'en sortent, mais avec un sacré volume de travail, hein. C'est pas, faut pas être feignant, hein. Et après, il y en a qui s'installent un peu dans l'idéologie positive et créative et qui, au bout d'un an, 2 ans, mettent la clé sous la porte. Et ça, c'est le contre-exemple, le pire qui existe pour inciter des gens à se lancer dans cette production. Donc il faut réussir. Si on en fait, il faut les réussir. Et ça, je crois que c'est pas toujours, bonjour, c'est pas toujours évident. Mais Moi, je crois, pardon, non, non, vas-y. non, 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 non. Mais je crois qu'il y a matière à faire. Mais pour l'instant, c'est assez parcellisé tout ça. Il faudrait arriver à mieux encore coordonner. Alors le PAT joue un rôle tout à fait important pour ça, mais je crois qu'il faudrait mobiliser encore plus, même la Chambre d'agriculture. Bon, je défends un peu ma crèmerie. Pour l'instant, il y a des oppositions frontales pour d'autres sujets, mais il faudrait trouver un peu plus de partage sur des sujets comme celui-là, ou comme le territoire zéro carbone. L'agriculture est aussi une ressource importante. Il est animé, l'axe transition agroécologique et alimentaire de La Rochelle Territoire Zéro Carbone est animé par Marianne Combe, de la Chambre d'agriculture. Oui, mais elle fait ce qu'elle peut par rapport à ses limites de salariés, hein. Moi, je pense aux paysans, hein, aux élus, aux agriculteurs. Bon, parce que ce que je veux dire, c'est que la Chambre d'agriculture est quand même partie prenante de cette affaire. Il me semble même qu'ils ont une voix au comité de pilotage. Ouais, Ça n'a pas l'air de vous satisfaire, cette affaire. non, Bon, pour moi, c'est pas suffisant. Il faut vraiment, vraiment c'est quoi? avoir quelque chose de, comment dire, de fédérateur et d'incitatif, que les gens se sentent vraiment dans un élan partagé pour développer les choses. Là, actuellement, c'est des petites actions, c'est pas suffisant. Bah, alors après, est-ce qu'il n'y a pas une limite, et je pose la question sans polémique, en toute sincérité, Mm. est-ce que les territoires ne sont pas limités dans leur capacité? Est-ce que c'est pas plutôt au niveau européen que ça se joue? Comment ça? L'orientation des politiques agricoles. Vous savez, les politiques agricoles, elles jouent sur certains sujets, mais tout ce qui est production de légumes, vous savez, c'est avant tout un système, comment dire, client-fournisseur, hein. C'est pas la politique européenne qui va changer beaucoup les choses par rapport aux légumes. Bah, l'agriculture est quand même subventionnée. En légumes, ça ne doit pas être terrible, hein. Non, mais en céréales, elle est Ah oui, subventionnée. d'accord, mais non, oui, enfin, c'est pas la Donc production. il y a quand même ce que je veux dire, c'est qu'il y a un choix politique. Si on fait des choix politiques, il est possible d'orienter différemment, pour le coup, une politique agricole. C'est un problème de rentabilité. Si vous avez des productions de type légumière qui sont rentables, les gens ils feront pas de céréales, hein, c'est pas le problème. Mais ils feront une partie céréales et une partie légumes. Il y en a qui le font, c'est pas un problème ça. Le problème, je vous dis, je suis obsédé là-dessus, je vais être pénible, chiant, tout ce que vous dire. Ce qu'il faut, c'est avoir une relation contractuelle qui soit claire. Actuellement, c'est plein d'élan généreux, mais c'est pas clair. Alors, qu'est-ce que c'est une relation contractuelle claire? Bah, je vous dis, c'est un volume, un prix, une durée, et voilà, c'est tout. Donc, vous savez ce que c'est qu'un contrat quand même, c'est relativement biblique comme définition. Et Et pour, là ça commence, mais on est en train de se chercher toujours sur le côté qui doit commencer à être clair. Est-ce que c'est l'offre ou est-ce que c'est la demande? Si on voit du côté agricole, vous êtes évident, c'est la demande. Si on voit du côté de ceux qui vont faire la transformation, c'est l'inverse. Donc il faut qu'à un moment on s'arrête et on se dise, voilà, comment on peut corréler les deux choses. je mets une idée sur la table, vous en faites ce que Oui. vous voulez. Peut-être qu'on pourrait réfléchir par les besoins. On a besoin de quoi? C'est ça, mon point, les besoins, c'est la demande. C'est ça, hein, le besoin, c'est la demande. Mais la demande actuellement, elle est tout à fait en voie de se définir sur les achats
je sais pas, pour les cantines, pour tout ce qui peut être service hospitalier, EHPAD ou autre, ça peut se faire assez facilement. Par contre, moi je pense qu'on ne peut pas se limiter à ça. Il faut aussi avoir un peu de définition de ce que peut être la demande des acheteurs internes à La Rochelle qui ne sont pas dans ce milieu service public. Hein. Il y a des gens qui achètent des légumes qui ne sont pas en EHPAD, en milieu hospitalier ou qui ne mangent pas à la cantine. Vous voyez, il y a beaucoup de choses. Et ça augmenterait le volume et ça déciderait peut-être plus d'agriculteurs à se lancer là-dedans. Il y en a qui le font et il y en a qui s'en sortent. Hein. Mais je répète, c'est un travail beaucoup plus fatigant que de faire certaines autres productions qui sont beaucoup plus mécanisées, c'est bien évident. Ouais. Alors après, sur des petites surfaces, il y a des maraîchers qui font des techniques maraîchage sol vivant. Oui, permaculture et autres. Ouais. Je lui disais, mais j'ai interviewé Robin Perry de la Super Ferme, je ne sais pas si vous connaissez. De nom, oui. Et je dis, mais tu dois travailler quand même, tu travailles plus, quoi. Il me dit, non, pas du tout. Il dit, c'est justement pour travailler moins. Oui, oui. Moi, je veux voir les chiffres. Mais en tout cas, c'est des productions type permaculture qui se développent beaucoup en milieu urbain, sur des petites surfaces, tout à fait, oui. Mais qui sont peut-être pas faciles à passer à l'échelle. Ah, c'est même pas destiné à. Hein. Ça peut être certaines composantes de la permaculture ou d'autres techniques peuvent être tout à fait transposées sur des plus grandes surfaces, mais pas forcément l'intégralité. Mais de toute façon, le principe, c'est de redonner au sol de quoi rester vivant et donc productif. Hein. C'est en fait très productiviste. C'est ça qui est marrant, parce qu'on produit énormément sur des petites surfaces. Chez les Pandarous, nous, on valorise des initiatives qui, selon nous, dessinent un monde un peu plus enviable que celui qu'on a sous les yeux. Et on se dit que pour dessiner ce monde enviable, souvent, il faut le rêver. Et on trouve que le cap à 2040 est intéressant parce que c'est loin, mais en même temps, c'est proche. Vous, comment vous rêvez votre Rochelle, votre territoire rocheté en 2040? C'est surtout une ville qui préserve tout son environnement vert, parce que la pression immobilière est telle qu'il faut vraiment un courage politique important. Et c'est vrai que là, avec je ne sais plus combien, 450 hectares de parcs et jardins, c'est quand même assez phénoménal, avec des coulées vertes qui existent aussi en milieu urbain, avec des règles qui sont relativement claires et respectées. Je crois que c'est ça, il faut déjà maintenir l'existant. Après, au niveau plutôt de mon domaine agricole, c'est de trouver un système qui permet de fédérer des gens autour du projet alimentaire pour vraiment avoir à la fois une continuité foncière, mais aussi une solidarité, une envie de réussir qui soit partagée, des lieux de formation, des lieux de pépinière, etc. Donc ça, c'est quelque chose d'important. On ne peut pas faire développer des projets comme ça sans avoir de l'exemplarité quelque part. Après, bon, je crois qu'il faut qu'on ait un territoire qui maintienne tout ce qui est social et culturel, parce que c'est quand même un territoire qui est très engagé pour aider les gens, pour faire que la culture soit développée partout. Voilà, moi, c'est un peu ma vision d'un idéal. Après, je sais qu'il y a des contraintes qui sont énormes et qu'on ne connaît pas encore. Hein. Et je crois que maintenir le territoire en haut de l'eau, ça aussi, c'est une plaisanterie, mais il faut quand même penser que demain, on va avoir des situations qui ne seront peut-être pas enviables. Avant la dernière question, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'aurait pas abordé et qui vous paraîtrait important d'aborder, ou est-ce que vous avez un message à faire passer et on va attendre que la voiture passe? Mais ça fonctionne, ces jardins familiaux? Bah oui, c'est vrai, il y a du monde, puis ils emmènent un peu de matos quand même. Ouais. Oui, moi, il y a une chose qu'on n'a pas évoquée, on a parlé des jardins familiaux, donc ex-ouvriers. On a parlé des jardins partagés, avec quand même quelque chose qu'il faut dire, c'est que le milieu associatif est fort dans cette dynamique des jardins partagés. Et si on n'avait pas quelques associations bien ancrées dans le territoire, on n'aurait peut-être pas cette montée en puissance du nombre de jardins. Je pense à une assoce comme Plantin Jardin, que vous devez connaître. Il y a aussi la Régie de quartier Diagonale. Il y a quand même pas mal d'acteurs, et l'Office aussi. Il y a pas mal d'acteurs qui favorisent ce fait-là. Ce que je voudrais dire aussi, qu'il n'y aurait pas tout ça s'il n'y avait pas un investissement financier et technique de la ville, parce que les services techniques, ils font beaucoup de choses en régie. Ce n'est pas des mouvements d'argent, mais c'est élaguer des arbres, c'est refaire des clôtures, c'est amener du fumier, parce que bon, on amène des choses, de la paille, etc. Donc c'est une dynamique qui partage à la fois le service public et puis le milieu associatif. Et puis il y a une dernière forme de jardin, ce sont les jardins nourriciers. Alors ça, c'était un one-shot normalement il y a 2 ans sur quelques petits espaces, genre, je sais pas moi,
rond-point ou sortie d'école, etc. Et puis on a vu tellement un grand succès là-dessus qu'on en a on en a rendu certains pérennes. Et donc c'est quelque chose qui est géré par le service des espaces verts. Ce sont les ouvriers du service des espaces verts qui les gèrent. Et les produits sont en libre service pour les habitants. Alors ce qui reste, on le donne à des associations qui s'occupent de l'alimentation. Et la dernière question, je vous fais l'offense de vous demander quel est le petit coin de nature que vous préférez dans cette ville de La Rochelle. Le petit coin de nature que je préfère, c'est chez moi, puisque j'ai la chance d'habiter dans un énorme parc, dans la seule zone boisée de La Rochelle. Donc si je peux y rester longtemps, c'est tout à fait le lieu que je préfère. Après, il y a beaucoup de petits lieux où j'adore me promener, mais c'est pas la même chose, c'est pas mon lieu de prédilection. Bon, mais comme on est dans les espaces publics éco-gérés à La Rochelle... Maintenant, on revient sur... sur du public. Sur à du moins que public. vous nous invitiez à faire un tour dans votre parc, nous on est très partants. Je vous invite quand vous voulez. Puis en plus, ma femme a disposé des petites plaques avec des choses humoristiques tout le long de la grille. Donc il y a de quoi lire. Et tout La Rochelle connaît ma maison parce que c'est assez édifiant. Mais bon, par ailleurs, j'aime bien le parc Fournier-Delmas. C'est vrai que quand on est en haut à la Maison des Écritures, on a quand même un visuel extraordinaire. Donc ça, c'est quand même un lieu intéressant. Et en plus, j'y ai fait mes suites opératoires au niveau rééducation à marcher dans ce parc des heures et des heures. Donc j'ai pu l'apprécier sur toutes les coutures. Donc, non, c'est un lieu tout à fait intéressant et d'ailleurs qui est quelquefois valorisé par des expos florales, etc. Et c'est vraiment magnifique. Et vous venez de souligner la dimension aussi esthétique et bien-être de la nature et qui nous est indispensable en fait ce rapport. Ah oui, il y a du monde dans les parcs à La Rochelle, il y a beaucoup de monde dans les parcs et les gens s'approprient le parc et surveillent le parc entre guillemets, ça c'est vrai, hein. C'est comme le Stade Rocher, les parcs ça fait partie, là on est à La Rochelle.